Bonjour à tous et bienvenue à la section 3.11 du cours électricité et magnétisme. Nous allons parler ici d'électricité domestique et le courant alternatif. Donc c'est essentiellement de comprendre le courant qu'on reçoit tous à la maison, comment ça fonctionne, c'est quoi ses caractéristiques principales. Donc tout d'abord, il faut savoir que c'est du courant alternatif, donc ça change un petit peu du courant qu'on a vu jusqu'à présent parce que depuis le début du chapitre 3, tout ce qu'on a fait, c'est du courant continu. Ce qu'on reçoit à la maison, c'est alternatif. On va voir ce que ça change. Ensuite, on va comprendre un peu comment on fait pour transporter et distribuer cette électricité-là. Puis finalement, quels sont les dispositifs qu'on a à la maison pour se protéger contre les électrocutions et contre les incendies là, aussi. Alors, le courant alternatif, il varie un peu selon où on se trouve dans le monde. Là. En Amérique du Nord, le courant alternatif, c'est essentiellement une fonction sinusoïdale, vous voyez ça comme ça, qui varie entre une valeur moins 170 volts et plus 170 volts. Fait que vous l'avez ici, donc c'est une électromotance qui varie de moins 170 à plus 170. Fait qu'on va dire que l'électromotance maximale, donc le sommet de mon sinus, c'est 170. Et de l'autre côté, on est à moins epsilon max, donc vous comprenez, on est à moins 170 volts. C'est différent en Europe. Puis pour le reste du monde, là, évidemment, j'ai pas tout fait mes recherches sur tous les continents, mais il y a fort à penser là, que c'est différent. Donc ça change là, selon où ce qu'on est. Et ce sinus-là, il y a aussi une période qui, encore une fois, c'est propre en Amérique du Nord parce qu'en Europe, je pense, ils ont un cinquantième. Nous, on a un soixantième. Donc, ça prend un soixantième de seconde pour que le sinus fasse une période complète. Vous avez déjà vu cette définition-là en mécanique. Donc, une période, c'est le temps que ça prend pour faire un cycle. Ici, en Amérique du Nord, c'est un soixantième. Donc, on a une fréquence de 60 Hz. En Europe, de mémoire, c'est 50 Hz. Mais j'ai pas tout vérifié, fait qu'il faut prendre ça avec un grain de sel. Là. Ensuite, on a la loi d'Ohm que vous reconnaissez, delta V égale à RI. Ça continue de fonctionner, mais attention, parce que si on utilise epsilon max, donc le 170 volts, ben, ça va me permettre de calculer un I max. Parce que comprenez bien que si ma tension est sinusoïdale, mon courant va être sinusoïdal lui aussi. Parce que la résistance, elle, c'est constant, ça ne change pas. Donc, ben c'est ça. Si j'ai un côté qui est sinusoïdal, l'autre côté doit l'être aussi. Fait que pour cette raison-là, quand on parle d'électromotance maximale, donc le 170 volts, on va obtenir le maximum, si vous voulez, le sommet du sinus du courant. Il existe une autre définition qui est la définition effective. La définition effective, c'est comme si on faisait une moyenne de ce sinus-là. Bon, c'est pas exactement ça parce que une moyenne d'un sinus, ça donne 0. Fait que le calcul est un petit peu différent, là, mais vous voyez ça comme ça. C'est la capacité efficace que va me donner cette tension-là. OK? Fait que ce n'est pas directement égal. Le epsilon max n'est pas égal à epsilon efficace. Il y a un petit calcul qu'il faut qu'on fasse, puis on l'a ici. Donc, l'électromotance efficace en Amérique du Nord, c'est il faut que tu prennes ta valeur maximale, tu divises par racine de 2. Donc, tu prends 170, divises par racine de 2, ça donne à peu près 120 volts. Et c'est ça qu'on reçoit dans les murs à la maison, là, les prises de courant classiques, c'est ça que vous avez. C'est 120 volts effectifs. Mais sachez que le maximum du sinus de votre prise électrique, ben, elle va jusqu'à 170. Fait qu'elle elle est là la distinction entre effective et maximale. Donc, si j'utilise la loi d'Ohm avec epsilon effective, c'est-à-dire 120 volts, ben, comprenez que ça va me donner aussi, pour être cohérent, le courant effectif là, en même temps. Okay? Fait attention à comment vous appliquez votre loi d'Ohm. Ça dépend de ce qu'on vous donne essentiellement dans un énoncé. Le courant alternatif, donc on l'a vu ici, hein, ça varie. Là. Des fois, c'est positif. Donc pendant un demi-cycle, c'est positif. Puis pendant l'autre demi-cycle, on est négatif. Donc qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais pendant la moitié où est-ce que l'électromotance est positive, on peut s'imaginer donc que c'est les électrons qui se déplacent dans un sens. Parce que j'ai un courant dans un sens, donc les électrons se déplacent dans un sens. Pendant l'autre moitié du cycle, on inverse la différence de potentiel.
Si on inverse, mon électromoteur devient négative, donc ça veut dire que les électrons vont changer de sens aussi. Donc les électrons se déplacent dans l'autre sens. C'est quoi l'intérêt d'avoir ça, un courant alternatif, plutôt qu'un courant continu? Bien, l'intérêt, c'est l'effet de ce qu'on vient de décrire sur les électrons. Comprenez que pendant un demi-cycle, l'électron va dans une direction et pendant l'autre demi-cycle, il va dans l'autre direction. Fait qu'il fait des allers-retours, si vous voulez. Il fait des allers-retours sur place. Et ça, ce que ça me permet de faire, c'est que globalement, la vitesse de dérive de l'ensemble des électrons, ben, c'est essentiellement nul. Parce que mon électron, il reste sur place. Hein? Il se déplace dans une direction, il revient sur ses pas, puis il recommence. Fait que globalement, il reste essentiellement à la même place. Donc, on peut dire que le déplacement total de ces électrons-là est nul. Et ça a des avantages assez importants, surtout considérant les grandes distances qu'on a à parcourir pour acheminer le courant à nos maisons. Ben, le courant alternatif nous permet essentiellement d'avoir moins de pertes d'énergie sous forme de chaleur. Donc, on a intérêt à minimiser ces pertes-là. Hein, comprenez bien que notre électricité qui est produite par les barrages hydroélectriques, qui sont à la baie James, par exemple, j'en nomme un au hasard, là, ben, il faut amener toute cette électricité-là dans une grande ville, à Québec ou à Montréal. Fait qu'il faut la transporter sur des centaines et des centaines de kilomètres, et donc, on veut minimiser ces pertes-là. Parce qu'une perte dans un bout de fil, il faut multiplier ça sur toute la longueur, ça commence à être des grandes pertes. Donc, les lignes de transmission, là, les fameux pylônes électriques d'Hydro-Québec, vous les reconnaissez, vous en voyez de temps en temps, j'en suis certain. Donc, les fils qui sont là, ils sont très hauts. Pourquoi on les place très hauts? C'est parce que ces fils-là sont à des tensions énormes. C'est des centaines de milliers de volts. Fait que tu comprends qu'il ne faut pas que tu t'approches de ça, là. C'est pour ça qu'ils sont mis très en hauteur pour éviter que quelqu'un décide de sortir son échelle puis de grimper, là. Donc, pourquoi on veut ça? Pourquoi on a intérêt à avoir des tensions aussi élevées? La réponse courte, c'est encore pour optimiser le transport puis diminuer le plus possible la perte d'énergie. Okay? Donc, on va le démontrer dans un instant avec des calculs, là, mais c'est que la puissance dissipée par effet Joule, je vous rappelle rapidement, là, c'est dans un fil conducteur, on a beau dire qu'un fil conducteur, il n'y a pas de résistance dedans, mais il y en a quand même une. Elle est petite, la résistance, mais elle est là quand même, surtout si mon fil a des centaines de kilomètres de long. Donc, cette petite résistance-là, elle dissipe de l'énergie potentielle électrique, mais elle la dissipe sous forme de chaleur. Okay? C'est de l'énergie thermique. Donc, c'est ça, essentiellement, l'effet Joule. Donc, on veut une très grande tension parce que cette puissance dissipée-là, sous forme de chaleur, ça nous permet, relativement parlant, de la diminuer. Donc, en pourcentage, là, c'est ça qui est important. Donc, faisons un exemple. Imaginons là, qu'on a un barrage ou une centrale électrique à quelque part qui produit du courant. Puis on a des pylônes électriques qui transportent ce courant-là et que j'utilise une différence de potentiel de 750 000 volts. Hein, ça, c'est des kilovolts, donc 750 000 volts. On dit, on a produit un courant de 40 ampères pour ce bout de fil-là. Puis la résistance totale de tout mon fil, là, disons, là, 200 ohms. On invente des chiffres, vous allez voir, c'est pas vraiment important, là. On va juste comparer. Donc, dans cette situation-ci, la puissance générée par ma centrale, c'est I fois delta V. Donc, il faut que je prenne la différence de potentiel et le courant que j'ai produit. Donc, dans ce cas-ci, j'ai un courant de 40. Ma différence de potentiel, c'est 750 000 volts. On l'a mis en notation scientifique, il faut la mettre en volts. C'est ça qui est important. On fait le calcul, ça donne 3 fois 10 à la 7 watts. Ça, c'est la puissance générée par ma centrale qui est à l'origine là, de ma ligne de pylône électrique. Après ça, on va aller calculer la puissance qui est dissipée dans tout mon fil qui a une résistance de 200 ohms. Donc là, l'équation que je dois utiliser, c'est RI carré. Donc ma résistance, c'est 200, mon courant, c'est 40, j'élève au carré, ça me donne ça. Donc ça, c'est de la puissance qui est purement perdue, sous forme de chaleur. Tout le long de fil, je vais perdre cette quantité d'énergie-là par seconde. Hein, un watt, c'est des joules par seconde d'énergie. Je vais perdre ça sous forme de chaleur.
Fait que là, on peut faire un ratio. On veut comparer la puissance dissipée par rapport à la puissance générée. Puis on veut que ce ratio-là soit le plus petit possible. C'est ça qui m'indique que je vais être efficace pour transporter le courant. Donc, dans ce cas-ci, on met les valeurs. Ça donne à peu près, là, on fait des chiffrons, là, à peu près 1% de perte en chaleur. Maintenant, faisons le même calcul si, à la place d'utiliser une différence de potentiel de 750 000, je diminue de moitié. Donc là, j'ai une différence de potentiel de 375 000 volts. On s'entend, ça reste très élevé, mais juste pour les biens de cette démonstration, faisons juste diviser par 2. Donc, j'ai divisé par 2. Mon fil a la même résistance, ça n'a pas changé. Mais là, comprenez bien que ma centrale, à l'origine, au tout début, ben elle produit la même puissance. Ça n'a pas changé. Fait que ma centrale produit la même puissance, mais donc mon courant va changer. Parce qu'oubliez pas, delta V égale à RI, mon courant va s'ajuster. Donc, je garde la même puissance, j'ai une différence de potentiel 2 fois plus petite, donc résultat, mon courant qui va circuler dans ma ligne de pylône est de 80 ampères. Donc le double de ce que j'avais tantôt. Fait que quand j'arrive pour calculer ma puissance dissipée par mon fil électrique, ben c'est là que vous voyez que ça change quelque chose. Là, parce que mon fil a toujours la même résistance, 200, ça ne change pas. Mais c'est multiplié par I au carré. Donc là, étant donné que le I est élevé au carré, ben ça booste, ça grossit beaucoup ma puissance dissipée par rapport à ma puissance générée au début. Donc, si je refais mon rapport, puissance dissipée par générée, ben là, ça donne quelque chose dans les alentours de 4%. Fait que parce que j'ai diminué d'un facteur 2 mon delta V, j'ai augmenté d'un facteur 4 la puissance perdue sous forme de chaleur. Fait que ce 3% de perte-là, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup de millions de watts de perdus, là. Donc, comprenez qu'on a intérêt à ce que delta V soit le plus grand possible parce que c'est ça qui me permet de minimiser cette perte d'énergie-là. Voilà. Et donc, vous comprenez maintenant pourquoi on a des différences de potentiel aussi élevées là, sur les pylônes électriques. Qu'est-ce qui arrive quand on a une crise de verglas? C'est déjà arrivé à plusieurs reprises d'ailleurs au Québec. Là. Il y a eu des crises pires que d'autres, là, mais le verglas, c'est de la pluie verglaçante dans le fond qui tombe et qui donne exactement comme résultat ce que vous avez à l'image ici. Là. Ça, c'est une branche d'arbre, on s'entend, c'est pas un fil électrique, mais ça fait la même chose sur les fils électriques. Là. C'est-à-dire que la pluie verglaçante vient tomber sur tous les obstacles, ça gèle en place, donc ça crée cette espèce de branche d'arbre entourée de glace. Bon. Ça fait la même chose sur les fils électriques. Et là, les fils électriques, encore une fois, imaginez-vous là, que ça dure des centaines et des centaines de kilomètres, là, mon fil électrique. Mais le poids de toute cette glace-là, sur tout l'ensemble de mon fil électrique et sur les pylônes, ça pèse très lourd. C'est pas pour rien que de temps en temps, quand ça arrive, il y a des pylônes qui s'effondrent. Puis ça, c'est assez catastrophique parce que de 1, ça coûte très cher à remplacer. De 2, c'est dangereux parce que là, tu as peut-être des bouts de fil encore alimentés qui traînent par terre. Puis là, tu veux pas que n'importe qui aille piler dessus. Puis pendant ce temps-là, quand tu vas réparer ton pylône, il faut que tu coupes l'alimentation électrique. Là. Fait qu'on veut éviter ça à tout prix. Donc, un truc, ce qu'on peut faire, on peut utiliser le résultat qu'on vient tout juste de voir. On se rend compte que si on diminue la différence de potentiel, ça augmente la puissance dissipée sous forme de chaleur. Ah! On est comme chanceux dans notre malchance, si vous voulez, parce que la chaleur sur un fil électrique, ben ça fait fondre la glace. Alors, quand on reçoit beaucoup de verglas, Hydro-Québec n'est pas fou, il prévoit le coup, il se dit « OK, on va diminuer intelligemment la tension dans nos pylônes. De cette façon-là, les fils vont commencer à dissiper un peu plus de chaleur et parce qu'on dissipe de la chaleur, ben on va automatiquement faire fondre la glace sur toute la longueur du fil. Évidemment, il faut faire ça intelligemment. Là. Il faut le contrôler parce qu'on ne voudrait pas non plus que nos fils surchauffent. Puis on s'entend, c'est seulement temporaire. Parce que ça vient aussi avec le problème que si tu baisses la tension, ben tu vas avoir des points dans ton circuit qui vont peut-être sauter. Là, parce que soudainement, tu ne transmets plus assez de tension. Puis tu peux avoir des points faibles à quelque part. Là. Fait on fait ça intelligemment, temporairement seulement. C'est seulement dans le but de faire fondre la glace. Là. Voilà. L'électricité que vous recevez finalement à la maison. Là. Un coup que le pylône l'a amené devant chez vous, puis là, le fil électrique se rend
à votre compteur intelligent. Bon, ça ressemble à ça ici, là. Ça, c'est un vieux dessin, là. C'est pas un compteur intelligent qui est sur le schéma, mais c'est le même concept. Donc, Hydro-Québec vous envoie finalement 2 fils sous tension. Le fil A, en noir, et le fil B, en rouge. Il envoie aussi un 3e fil qui est neutre. Lui, techniquement, il n'y a pas de tension. Il est à 0, si vous voulez. Okay? Et là, ce qui arrive, c'est que chacune de ces 2 lignes-là sous tension, elles sont à la tension de 170 volts au maximum du sinus, là, comme je vous ai expliqué. La différence, par contre, entre la tension du fil A et la tension du fil B, c'est qu'elles sont déphasées d'exactement un demi-cycle. Vous voyez, le maximum du A arrive vis-à-vis le minimum du B. Ça fait que si tu utilises seulement un des 2, tu vas avoir 170 volts, max. Mais si tu utilises les 2 en même temps, ben là, tu fais comme une soustraction du signal. Hein, tu prends l'un par rapport à l'autre. Ben là, ça va te donner un signal, un sinus qui a 2 fois l'amplitude. Donc, tu vas avoir un maximum de 340 volts à la place d'un maximum de 170. Fait que ces 2 lignes de tension-là nous permettent essentiellement de varier les tensions qu'on va utiliser. Ça dépend de l'électroménager que vous avez besoin. OK? Donc, regardez bien ici la situation. Vous voyez là, le fil neutre, ça, vous voyez ça comme 0. Fait que si j'ai, par exemple, une prise de 120 volts là, classique là, que vous avez dans le bas du mur, vous voyez qu'on a fait passer le fil rouge par un disjoncteur simple, puis ensuite, il sera à la prise de 120 volts. De l'autre côté de la prise de 120 volts, on a branché le fil blanc, qui lui est à 0 volts, c'est neutre. Fait que là, si on fait la comparaison du fil rouge avec le blanc, ben, VB moins 0, ça te donne VB. Donc, tu vas recevoir ce signal-là dans cette prise-là de 120 volts. Et effectivement, tu mesures 120 volts effectif. On peut faire la même chose avec la ligne en noir. Par exemple, un interrupteur de lumière. Pardonnez mon anglicisme. Donc, on a une ligne en noir que, même chose, on peut faire passer par un disjoncteur. On l'envoie à l'interrupteur, puis ensuite au plafonnier là, qui éclaire ta chambre. Même chose. D'un côté, on a le signal VA, puis de l'autre côté, on a le signal neutre. Donc là, on compare VA avec le signal neutre. Ben, ça donne VA. Hein? C'est VA moins 0, ça donne VA. Donc, le plafonnier utilise lui aussi du 120 volts, pour la même raison. Il y a certaines autres situations où est-ce que vous avez besoin de plus de voltage. Vous avez besoin du double. C'est le cas, par exemple, d'une sécheuse. Ça utilise du 240 volts. La prise de four derrière votre poêle dans la cuisine, il y a du 240 volts aussi. Les plaintes électriques qui chauffent, si vous avez des plaintes électriques, là, des calorifères qu'on appelle, là, si vous avez ça à la maison, ben, c'est aussi du 240 volts. Donc, vous voyez, la différence ici, c'est qu'on a branché le signal noir A sur un disjoncteur double à la prise de 240 volts. Et de l'autre côté, on a branché le signal B. Alors, c'est dans une situation comme ça que là, tu fais VA moins VB. Donc, ça va te donner un sinus qui a une amplitude double. Donc, c'est pour ça que de façon effective, tu vas obtenir le double. Tu vas obtenir 240 volts. Puis, vous ne pouvez pas vous tromper. Là. Si cette prise électrique-là, vous ne voyez pas ça souvent, ben c'est normal. On a volontairement fait une prise différente de celle de 100 volts, justement pour pas que vous vous trompiez. Celle-là, vous la voyez un peu partout là, à la maison, je suis certain. Celle-là, comme j'ai mentionné, c'est derrière la sécheuse puis derrière le four. C'est assez rare que tu vas jouer là. Mais si tu tires ta sécheuse, ça devrait ressembler à ça. OK? Puis c'est tout à fait différent. Là. Fait que tu peux pas prendre, mettons, ton chargeur de téléphone qui fonctionne en 120 volts, tu peux pas venir la brancher là-dedans. Ça va juste pas rentrer. Là. Les pins ne rentreront pas. Là. OK? Fait que c'est ça. Même concept avec la plainte chauffante électrique. Là. Elle aussi, elle est sur du 240 volts. Fait que ça, c'est le fonctionnement à la maison. Les disjoncteurs, j'ai passé vite par-dessus, là, mais vous voyez qu'il y a un disjoncteur à la base de chaque connexion. À la maison, tous ces disjoncteurs-là sont dans un panneau gris d'habitude, puis ils sont tous un à côté de l'autre, mais
T'sais, le principe est ici. Là. Vous avez exactement le mode de fonctionnement. C'est juste que dans notre panneau gris, tous les disjoncteurs sont un à côté de l'autre. Donc, dans le fond, ces disjoncteurs-là, ce qu'ils font, c'est que quand ils détectent qu'il y a trop de courant, ils détectent ça quand ils détectent qu'il y a trop d'effet Joule. Quand le fil à l'intérieur d'un disjoncteur chauffe trop, ça veut dire qu'il y a trop de courant qui circule, comme on a vu avec notre exemple des pylônes électriques. Donc, s'il y a trop de courant qui circule, là, lui, il détecte qu'il se passe quelque chose de pas normal. Là. Soit que tu as branché trop de choses sur ta prise, ou soit qu'il y a un court-circuit. Dans les deux cas, il dit non, ça marche pas, ça chauffe, donc je vais sauter, je vais ouvrir le circuit. Donc, en québécois, on dit le breaker, il saute, là. Donc, ça l'ouvre le circuit. Ça empêche le courant de circuler. Comme ça permet de protéger principalement des incendies. Ça peut aussi protéger des électrocutions pour la même raison. C'est-à-dire que si j'arrive ici là, avec mes mains, puis j'ai les pieds nus, mouillés, puis je touche à un fil qui est dénudé, bien, il y a beaucoup de courant qui va passer à travers moi. Donc, même chose, s'il y a beaucoup de courant qui passe, le disjoncteur va le détecter, puis il va comprendre que si ça ne marche pas, il va ouvrir le circuit. Donc, votre prise que vous reconnaissez, on sait qu'il y a 3 trous. Chaque trou, à quoi ils servent? La petite barre, vous voyez, ils ne sont pas de la même grandeur. Hein? Il y en a une un peu plus longue que l'autre. Là. La petite, c'est elle qui a un potentiel. Donc, la plus dangereuse, entre guillemets, des 3, c'est la petite. Pas pour rien qu'elle est petite, là. Donc, elle est reliée soit à A, soit à B. Donc, elle est sous tension. Les 2 autres, techniquement, ne sont pas sous tension. Le trou du bas, c'est la mise à la terre. Donc, la mise à la terre, c'est simplement un fil qui est relié au sol. Habituellement, c'est relié là, directement dans votre système de plomberie, hein, parce que la plomberie, souvent, c'est en métal, puis les tuyaux de la ville, ils s'en vont profondément sous la terre. Donc, ça permet de connecter, si vous voulez, le système électrique à la terre, carrément. Et comme on a déjà vu, là, la Terre, ben, ça agit comme un très grand réservoir. Donc, la Terre peut accumuler n'importe quelle quantité d'électrons en surplus qu'on lui donnerait. Puis, il n'y a pas de souci. Là. OK? Fait que ça, c'est la mise à la Terre. Puis, finalement, la grande base, ça, c'est le fil neutre. Donc, le fil blanc là, que je vous ai montré là, ici, ça, c'est le neutre. Fait que tout seul, la grande barre puis le trou du bas... pourrait techniquement mettre un épingle ici. Je vous le conseille pas, là. N'allez pas dire à vos parents, je vous ai suggéré de le faire. Mais techniquement, on pourrait le faire, puis ça serait correct, là. On prendrait pas de choc. Le choc arrive ici, là, quand tu te connectes là, avec la petite fente qui a un potentiel. Voilà. Dans les salles de bain, vous connaissez peut-être une prise un petit peu différente, ça ressemble à ça. Donc, vous avez le bouton rouge, d'habitude, si je ne me trompe pas, c'est reset, puis le bouton noir, c'est stop là, pour l'arrêter ou quelque chose comme ça. Puis essentiellement, ça, ce que ça fait, c'est que c'est c'est une prise un peu intelligente qui agit essentiellement comme un fusible, mais il est plus sensible. La façon qu'il fonctionne, c'est que cette prise-là est capable de mesurer le courant qui sort de la petite fente ici, qui a la tension, qui sort ou qui rentre, là, dépendamment dans quel sens va le courant. Donc, la prise est capable de mesurer le courant qui sort et elle est capable aussi de mesurer le courant qui rentre. Puis, tout va bien tant et aussi longtemps que le courant qui sort d'une fente est égal au courant qui rentre dans l'autre fente. Ça veut dire que ça va. Tout fonctionne normalement. Quand la prise détecte qu'il y a un des 2 courants qui n'est pas égal à l'autre, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans le circuit qui est en train de s'électrocuter. Hein? Parce que si le courant sortant n'est pas égal au courant rentrant, ben c'est parce que le courant il s'en va à quelque part. Il sort du circuit. Il n'y a pas le choix. Donc, cette prise-là est capable de le détecter et elle va faire sauter le circuit. Quand je dis sauter le circuit, elle va juste l'ouvrir. Là. On s'entend, on peut le remettre en marche. Là. Mais ça permet de sauver des électrocutions. Donc, quand est-ce que le courant sortant n'est pas égal au courant rentrant? Ben, c'est quand, par exemple, là, je sais pas, imaginons qu'on utilise un séchoir, puis mon fil électrique est un peu usé, puis là, je le touche avec ma main, puis là, il y a du courant qui circule dans mon bras.
Donc, j'ai fait un court-circuit avec mon bras. J'étais en train de m'électrocuter. Le courant passe dans mon bras. Donc, ça veut dire que le courant qui passe dans mon bras, il ne retournera pas dans la prise. Donc, lui, il est capable de le détecter. Puis c'est là qu'il va sauter. Donc, puis c'est vrai pas juste quand le courant passe à travers une personne, c'est vrai quand ça passe dans un autre appareil que c'est pas supposé, quand ça passe dans la tuyauterie ou même dans la mise à la terre. Parce que comprenez bien que même si le courant... Normalement, le courant ne va pas dans la mise à la terre. Là. La mise à la terre, c'est juste une protection. En dernier recours, on préfère que le courant aille dans la mise à la terre que ça aille dans une personne ou dans un autre objet de la maison. Fait que la mise à la terre, d'habitude, il n'y a pas de courant qui passe là. Mais encore une fois, cette prise-là, s'il détecte qu'il y a un courant dans la mise à la terre, même chose, il comprend qu'il y a quelque chose de pas normal, puis il va couper le courant. Comprenez, dans le fond, que ça, c'est pas mal le même travail que le fusible. La différence, c'est qu'étant donné qu'on a un fusible directement sur la prise, c'est plus rapide. C'est pas une grosse différence de temps, mais comprenez que les millisecondes, dans le cas d'une électrocution, ça peut tout changer. Je vous montre pourquoi. On a un graphique ici du courant qui pourrait traverser le corps humain en fonction du temps pendant lequel vous êtes électrocuté. Oui, il y a vraiment des gens qui se sont penchés sur ce genre de questions-là. Puis c'est une échelle logarithmique, là. Donc, vous voyez que les durées ici, on multiplie par 10, puis même chose avec les courants, on multiplie par 10 à chaque fois. Donc, la durée du choc électrique a une importance, surtout quand les courants deviennent relativement grands. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tant qu'on reçoit un choc électrique de bas courant, donc disons en dessous d'1 millième d'ampère, là, c'est pas grand-chose. Fait qu'on pourrait bien être électrocuté de façon constante pendant 10 secondes avec un petit courant, puis ça serait imperceptible ou en tout cas très peu perceptible. On serait donc dans la zone verte ou dans le début de la zone jaune. C'est pas trop grave. Zone jaune, on dit effet réversible. Ça veut essentiellement dire que tu aurais peut-être quelques cellules qui brûleraient, mais elles finiraient par se régénérer, puis tu reviendrais à ton état normal, il n'y aurait pas de souci. Là où le temps devient important, c'est avec des courants un peu plus importants. Mettons qu'on arrive à un courant de 0,1 ampère, ici. Vous voyez qu'à 0,1 ampère, la conséquence peut être essentiellement n'importe quoi. Si vous êtes électrocuté de 0,1 ampère pendant quelques centièmes de seconde, ça va. On est encore dans la zone jaune. C'est à éviter, on s'entend, mais ça ne sera pas mortel. Encore une fois, vous allez avoir des cellules peut-être qui vont brûler, qui vont surchauffer, mais vous allez finir par vous en remettre. Mais ça, c'est à condition que le choc ne dure pas trop longtemps. Aussitôt qu'on commence à avoir des chocs de 0,1 ampère pendant 0,1 seconde jusqu'à, mettons, 1 seconde, on s'entend, ça reste pas long, 1 seconde, là. Mais quand même, si tu as des chocs électriques ici, ben là, tu commences à avoir des effets permanents. Pas nécessairement mortels, mais des effets permanents. C'est-à-dire que tu vas avoir des dégâts dans tes organes. On s'entend, là. On veut pas ça personne, puis c'est permanent. Ça va pas nécessairement guérir. Et quand ça devient un peu plus extrême, donc toujours juste un courant de 0,1 ampère, dépassé là, 1 seconde, bien là, on est dans la zone rouge, la fibrillation. Là c'est drôlement plus grave. Là. La fibrillation cardiaque, ça, c'est le cœur. Vous savez que le cœur est un muscle. Donc, le muscle, il fonctionne avec de l'électricité. Hein? Notre corps, il produit naturellement de l'électricité qui permet de faire battre le cœur. Et le cœur, vous l'avez peut-être vu en bio, mais il ne fait pas juste battre comme ça en donnant des coups. Non, il y a un certain rythme. Hein? Il y a des phases au battement du cœur et chacune de ces phases-là doivent être une après l'autre. Il y a une certaine coordination entre ces phases-là pour que le cœur fonctionne correctement. Et la fibrillation, c'est quoi? Ben, c'est que ton cœur, il perd cette coordination-là. Fait qu'il va continuer à battre. C'est pas ça le souci, là. C'est juste qu'il va battre de façon désordonnée. Et là, si ton cœur bat de façon désordonnée, ben, il n'est plus capable de pomper du sang dans le reste de ton corps. Et là, tu comprends que si tu n'as plus de sang dans le reste de ton corps, ben, d'habitude, si tu n'es pas soigné très rapidement, c'est la mort. Fait que c'est pour ça que, si je reviens à ma prise électrique ici, là, pourquoi on a ça dans les prises électriques, dans les salles de bain particulièrement? Ben, c'est parce que dans les salles de bain, il y a de l'eau. Et l'eau,
par exemple, si on a les pieds mouillés, ça augmente les probabilités que tu subisses un choc avec un courant plus élevé. Fait que, voyez là, les quelques centièmes de seconde que tu gagnes avec cette prise-là versus le fusible qui saute, ça peut te sauver la vie, carrément. C'est pas pour rien, donc on veut des prises comme ça là, à la maison. Donc, c'est ça. Évidemment, ces zones-là, c'est pas à couper au couteau. Là, vous voyez que c'est approximatif, mais ça donne quand même une idée. Là. Pour votre information, le corps humain, il peut conduire l'électricité. Évidemment, je viens de parler de choc électrique, mais techniquement, c'est pas un très bon conducteur, le corps humain. On a quand même une certaine résistance naturelle, ce qui fait que le corps veut pas nécessairement porter du courant, mais si on subit une trop grande différence de potentiel ou si on a les membres mouillés, ben là, ça diminue notre résistance. Donc, si ça diminue notre résistance, delta V égale à RI, on va subir un courant qui est plus élevé. C'est ça la logique. C'est pour ça qu'on ne veut pas jouer avec des choses électriques quand on a les pieds mouillés puis qu'on est nu-pied directement sur le plancher. C'est vraiment la chose à éviter, là. Et donc, dans le fond, qu'est-ce qui fait qu'on est porteur de charge? C'est les ions qui sont dans nos liquides organiques. Donc, le sang, ça possède plusieurs ions. Il y en a qui sont négatifs, il y en a qui sont positifs, mais ils sont chargés, donc ils peuvent transporter le courant. L'urine, même chose. Les liquides lymphatiques, même chose. Et quand le courant nous traverse, ben, j'ai passé vite tantôt, là, mais pourquoi est-ce qu'il peut brûler nos cellules? Ben, c'est parce que, encore une fois, on a une résistance. Cette résistance-là, quand elle est traversée par un courant, ben, ça fait de l'effet Joule. Donc, la résistance dissipe de l'énergie électrique sous forme d'énergie thermique. Donc, ça chauffe. Avec une cellule, c'est petit. C'est pas capable d'accumuler beaucoup de chaleur. Donc, éventuellement, s'il y a un effet Joule, ben, la cellule, elle brûle. Fait qu'une ou deux cellules par-ci, par-là, c'est pas trop grave. Tu vas t'en remettre, mais quand c'est les cellules d'un organe vital qui brûlent, là, c'est une autre histoire. Donc, contraction musculaire, même chose. Ça, j'en ai pas parlé. On le voit pas vraiment dans le schéma, mais quand vous subissez une décharge électrique, tous vos muscles se contractent. Et ça, ben, c'est niaiseux, mais ça se peut que vous vous donniez vous-même un coup de poing. Juste parce que vos muscles se contractent. Donc, imaginez, là, vous donnez des coups dans toutes les directions en même temps. Ça se peut que vous assommiez quelqu'un à côté de vous, ou que vous vous assommiez vous-même, ou que vous tombiez en bas d'une échelle si vous étiez en train d'arranger une ampoule au plafond, par exemple. Donc, tu sais, ça aussi, il faut faire attention à ça. Puis finalement, fibrillation cardiaque, qui est la zone rouge ici, qui est à éviter à tout prix. Voilà. Je pense qu'avec ça, vous avez une meilleure compréhension de l'électricité que vous recevez à la maison.